Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir par Jérôme depuis le studio de Radio Radio. Radio, une radio associative toulousaine qui accueille depuis l'inondation des locaux de Radio Campus en février dernier nos élucubrations hebdomadaires. Merci à eux et merci tout particulièrement à Manu Muret de Radio Radio qui prépare depuis un mois nos venues intempestives dans ce petit studio de la rue de la République. Manu Muret que vous pouvez retrouver tous les jeudis à 21h dans Vraiment autre chose, l'émission qu'il anime sur Radio Radio 106.8. Ça, c'était la rubrique copinage. Allez, on va parler maintenant du sommaire de l'émission. Un caramel mou très musical ce soir, puisqu'il y sera question du dernier album d'El Comunero, Son de la Barricada. Et puis, il sera également question dans cette émission du dernier album du groupe toulousain Puccinella. Et pour l'occasion, nous recevrons Ferdinand Doumerc, son saxophoniste, avant le concert que eux donneront ce soir à la salle Nougaro à 21h. Vous l'aurez compris, beaucoup de nouveautés musicales ce soir dans cette programmation marquant le 772e numéro de Caramel Mou. Au printemps, que voulez-vous, les disques, c'est comme la végétation, ça se réveille et ça bourgeonne. Allez, on commence tout de suite avec la première nouveauté. Ce que j'aime, moi, chez Majid Cherfi, c'est sa façon d'utiliser les mots, de mélanger son amour de la littérature classique du 19e aux expressions entendues dans la rue, dans les bars, dans la ville. Il en résulte une écriture plutôt précise, chaude, vivante, moderne, dont on s'est régalé cet automne à la lecture de Ma part de Gaulois, paru aux éditions Actes Sud. Et au-delà de la polémique vaine née de la colère de certains protagonistes de ce livre de s'y retrouver dans des situations pas toujours avantageuses, même si elles sont véridiques, et pour d'autres de ne pas y retrouver complètement leur quartier maltraité, à leur dire par la prose de Majid Cherfi, Ma part de Gaulois reste néanmoins un formidable roman débordant de fureur, de révolte et de vie. Expression d'un moment de l'existence toujours périlleux, le passage de l'adolescence à l'âge adulte vécu ici dans un quartier populaire toulousain. Et bien voilà que 7 mois plus tard, Majid Cherfi sort son 3e album, et là on parle de chansons. L'album s'appelle Catégorie Reine. Écriture plus concise, c'est la règle pour une chanson, mais écriture néanmoins dense et foisonnante. Les thèmes sont toujours les mêmes, l'enfance, les parents, les filles, la révolte et le constat amer d'un pays qui exclut plus qu'il n'accueille, qui stigmatise et qui laisse de côté une partie de sa population. Entre nostalgie et rage, le Majid Cherfi nouveau est arrivé. Ça s'appelle Catégorie Reine. Et puis on écoute tout de suite un premier extrait de cet album, Carnage. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. J'ai partout cherché des frères, des rebelles, des insoumis. Partout la même réponse, la terre est un tatami. À Bourges le prolétaire, l'accordéoniste à Vierzon, sans pour autant me sentir tout à fait comme à la maison. Puis le Pagnol à Aubagne et à Castel-Sarrazin, chanté Perret, mais là je suis passé pour un sarrasin. Mais que fait l'arbitre? On dirait qu'il fait le pitre. Mais que fait l'arbitre? Il déconne à plus d'un titre. La place qu'on nous octroie, on s'y sent trop à l'étroit. Pas étonnant mes neveux, si c'est au ciel que j'en veux. Et j'ai beau dire et chanter que tout est à réinventer, le flingue ou le calumet, on finit par me fumer. Dieu que c'est pas de la tarte d'être chez soi sur la carte, et pas sûr qu'on trouve ailleurs un monde qui soit meilleur. Mais que fait l'arbitre?
l'arbitre, on dirait qu'il fait le pitre. Mais que fait l'arbitre? Il déconne à plus d'un titre. Elles n'ont jamais de mystère, les raisons de la colère. Et on change ses malleçons, peanuts avec des chansons, ou du théâtre d'opinion au festival d'Avignon. Moi une écharpe m'a dit, tu peux garder ton avis. On va pas en plein été parler d'actualité. Et s'il faut que t'apostrophes, tu as le festival off. Vous qu'avez cru au palais ou à l'asile à Calais, oh tous les rêves portés, les vagues les ont emportés. Mais que fait l'arbitre? On dirait qu'il fait le pitre. Mais que fait l'arbitre? Il déconne à plus d'un titre. Mais que fait l'arbitre? On dirait qu'il fait le pitre. Mais que fait l'arbitre? Il déconne à plus d'un titre. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Bonsoir Thomas Jiménez. Eh bien bonsoir. Vous êtes venu avec... Tu me dis vous, oui, à moi. on est à la radio. On se connaît depuis des ouais, années. mais on n'est pas énergie ici. Je savais pas qu'il y avait des codes, pardon. Voilà, on la refait, voilà. Si tu veux, un peu spontané. Okay. On n'est pas énergie, donc voilà, on se parle pas comme si on était dans une radio de jeunes. Oui, excusez-moi. Voilà. Donc Thomas Jiménez, Vincent Ruiz, son collègue autour de cette table aujourd'hui, même si le groupe El Comunero, dont on va parler dans 2 minutes, est nettement plus étoffé, mais on en parlera dans 5 minutes. Avant de parler un peu de votre actualité, c'est-à-dire la sortie de ce 3e album, Son de la Barricade, peut-être 2-3 mots sur ce qu'on vient d'écouter. Un Magid Cherfi, quand ça arrive comme ça à Toulouse, ça veut dire encore quelque chose pour les musiciens que vous êtes? Ben moi en plus j'ai eu la chance de bosser un peu avec lui, là, le temps d'un projet autour d'un hommage à Victor Jara. Donc la rencontre avec le personnage, moi c'est quelqu'un que je trouve vachement attachant et touchant, donc forcément en plus quand on connaît le bonhomme, on est sensible à ce qu'il écrit et la manière dont il le raconte. Après j'ai pas lu le livre moi. Ah ouais. Ouais, c'est pas bien, mais j'ai pas lu ma part de boulot. Ah ouais, c'est pas que c'est pas bien, mais ça mérite quand même d'être lu. Autant que ça, ces 2 recueils de nouvelles, ça mérite d'être vraiment lu. Je dis pas que je le lirai pas, mais j'ai pas eu l'occasion. Bon ouais, mais un livre... Mais ça m'a fait bien plaisir d'écouter une chanson là, et puis de prêter un peu une oreille à ce qu'il raconte et à la manière dont il le dit aujourd'hui. Ouais, c'est pas, je pense, un hasard si ça sort... Ouais. Dans cette période-là. Si ça sort maintenant, ce qui est assez drôle, c'est effectivement il y a vraiment des choses de raccord entre ce qu'il écrit dans sa part de Gaulois et ce qu'il chante sur cet album-là. Il y a plein de sujets sur lesquels il revient. Ben, ne serait-ce que le titre déjà, il fait référence clairement à un événement d'actualité, quoi, à une bourde de plus de notre cher ex-président, quoi. Exactement, catégorie reine. Donc on est quand même là pour parler avec vous de ce 3e album, El Comunero. El Comunero qui maintenant est le nom d'un groupe, même si au départ de l'aventure de ce projet, c'était en 2008, c'était surtout le titre d'un spectacle qui à l'origine, Thomas Jiménez racontait et célébrait la mémoire de votre grand-père Manuel Jiménez. Ouais, dont le surnom était justement El Comunero. El Comunero. Puisqu'il était communiste. Enfin, on avait déjà parlé de cette histoire-là la dernière fois qu'on est venu, mais on va la raconter. Voilà. C'est l'histoire d'un paysan sans terre en Andalousie qui a 18 ans au moment du début de la guerre d'Espagne, décide de s'engager du côté des Républicains, et puis comme il est communiste, il se retrouve embarqué avec des anards de la CNT, et il se retrouve le seul communiste du régiment, donc pour se moquer de lui,
Ils lui ont donné ce surnom de comunel, qu'on pourrait traduire comme le coco. Communard, coco, enfin un surnom moqueur pour un communiste, quoi. Donc ça, c'était le projet de départ, où autant sur le disque que sur le spectacle, on entendait la voix de votre grand-père racontant des épisodes de cette guerre civile qui l'a énormément marqué, mais comme tous les républicains espagnols ayant vécu cette période et étant arrivés en France, la valise à la main pour les plus chanceux et pieds nus pour la plupart en France, dans la neige, avant d'être envoyés à Rivesaltes. Depuis, le projet s'est étoffé, plus de musiciens avec vous sur scène. Ouais, plus de musiciens, au final, pas beaucoup plus, puisqu'à l'époque du premier album, en 2008, même si c'était un projet d'album, il y avait à peu près 6 musiciens qui gravitaient autour du projet. Et très vite, en fait, on s'est retrouvés assis sur scène. Après, il y a des gens, il y a des fidèles de la première heure, quoi. Il y a Laurent Quebousse, Pierre Berthaud Duchazot, qui joue avec moi dans l'air de rien, qui sont là depuis le début, mais il y a des personnes qui ont dû quitter le groupe parce qu'ils avaient d'autres aventures en cours, d'autres choses qui se passaient. Et d'autres qui sont arrivés. Et d'autres qui sont arrivés, dont Vincent, qui est le dernier, qui est le petit dernier. Enfin, ça fait maintenant plusieurs années qu'il est avec nous, quoi. Ouais. Mais qui a été une vraie... Juste après le deuxième album. Ouais, juste après Sigel. Dans le micro, Vincent. Ouais. Ça a été une vraie bouffée d'oxygène. Hein. On va dire que ce groupe réunit, donc Quebousse, c'est les hurlements de Léo. Ouais, ils sont 3 maintenant, des hurlements, puisqu'il y a Quebousse, il y a Jojo, l'accordéoniste, et il y a Renaud, le contrebassiste. Donc des gens de Geisha. Ouais, donc ça c'est un mail, tu t'en parleras mieux que moi. Geisha, il y a Renaud aussi, qui fait partie du hurlement, et Max c'est un cumulard. Ah, il cumulard, un beau cumulard. Dans ces cas-là, il y a double cachet. Ça discute. Ça discute. Et le troisième, l'air de rien, vous en disiez 2 mots il y a 2 minutes, et puis le 4e groupe dont sont issus certains des musiciens, c'est Anachronique. Ouais, c'est le cas de Pierre, en fait, Berthaud Duchazot, mais qui vient de quitter le groupe, en fait. Donc tu vois, c'est même plus... les nouveaux potins, c'est tout frais. C'est même plus d'actualité. Donc, 3e album... Non, et puis c'est vrai qu'à l'époque, de présenter le groupe aussi de cette façon-là, c'était un peu arriver à faire repérer aux gens d'où on venait. Mais au final, aujourd'hui, je pense que... Enfin, moi personnellement, je m'en passe un peu de faire c'est pas pour diminuer le boulot des copains, hein, parce que j'apprécie vachement ce qu'ils font avec Electric Geisha, j'apprécie aussi beaucoup les hurlements, etc. Mais je pense qu'on est vraiment aujourd'hui un groupe à part entière qui a plus besoin de se référer au palmarès. D'où viennent les musiciens. Voilà, ça fait un peu ancien combattant, je trouve. Alors on se passera ces détails. 3e album, si la veine reste un peu la même, on est toujours dans des champs, j'allais dire, hispaniques. Le centre de gravité se dépasse un peu plus vers l'Amérique latine. On en parlera dans 2-3 minutes. Moi, je me posais la question de est-ce que c'est encore pertinent donc en 2017, à quelques jours d'élection présidentielle qu'on nous annonce catastrophique, est-ce que c'est encore d'actualité de monter un répertoire autour des chants de lutte, des chants antifascistes, des chants de révolte? Plus que jamais. Les chants antifascistes, je vais pas m'étendre sur le sujet. Je pense qu'il y a suffisamment et dans la chanson de Majid qui est passée tout à l'heure et dans ce qu'on vit au quotidien par rapport au débat présidentiel, ou même si on y échappe un peu, j'ai l'impression, et que certaines contrôlent leurs phrases. On sait très bien le fond du truc et on voit très bien ce qui couvre dans la société, une espèce de relent réactionnaire, raciste. Même certains qui le disent, hein, qui revendiquent clairement le fait qu'un retour à quelque chose de très autoritaire, de limite fasciste, ça serait peut-être un bien. Oui, effectivement, quand on entend ça, je pense que ce répertoire-là, il reste d'actualité. Quand on voit la façon dont on traite les réfugiés, la question de ce qu'on appelle maintenant donc des migrants, plus des réfugiés, c'est aussi faire référence à ce que tu disais tout à l'heure, au camp de concentration d'Argelès ou de Rivesaltes, ou toute cette histoire-là. Parler de barricades alors qu'on est en pleine élection présidentielle, je pense que c'est nécessaire. Je pense que le changement, en tout cas, pas le changement slogan maintenant, pas celui-là, oui. Hein, le vrai changement, pour moi, il n'est jamais venu d'une élection. Très honnêtement, je pense ça, très sincèrement. Et je pense pas qu'il viendra d'une élection. Et je pense que arriver à raconter des histoires comme celle de Oaxaca, qui donne son titre à l'album, qui n'est pas une histoire vieille, hein, qui remonte à 2006, c'est montrer que c'est encore possible aujourd'hui. Vous en dites 2 mots de cette histoire-là ? Ouais, parce qu'elle est méconnue et c'est dommage. C'est 2006 à Oaxaca, donc au Mexique. Je sais pas si vous voyez. Plutôt du côté pacifique. Voilà, c'est ça. Et qui est plutôt rural, on va dire, même si Oaxaca, c'est une grande ville. Hein. Et donc il y avait une grève d'instit depuis plusieurs semaines qui occupait la place de la ville et qui réclamait des meilleures conditions de travail, qui réclamait
tout un tas de revendications et qui aussi remettait en cause un peu l'autorité du gouverneur local qui était corrompu, qui était mouillé dans plein d'histoires, comme on peut l'imaginer au Mexique, hein, quand on est au Mexique en général. Bon. Et donc voilà, une grève qui dure des semaines, et puis un jour, ce gouverneur décide d'envoyer au petit matin, à 6h du matin, 5000 hommes armés, je crois pas me tromper, c'est 5000, des policiers, d'émeutes, hein, des gens équipés, quoi, qui décident de venir pour déloger les instituteurs et le campement, sauf que ça se passe pas comme prévu, la ville se lève, se révolte, monte des barricades et réussit à repousser l'assaut de la police. La police essaie pendant plusieurs jours, plusieurs semaines de tenter des attaques, mais ils sont à chaque fois repoussés par les barricades et par les habitants qui s'organisent en assemblée populaire, qui prennent le contrôle de la ville, un peu de la région, des médias, qui autogèrent en quelque sorte la localité, quoi. Et puis tout ça se termine au bout de 6 mois d'une résistance héroïque par contre l'armée nationale, en fait, je sais pas comment dire, l'armée qui est envoyée par le chef de l'État fédéral, qui est nettement plus armée, qui est repoussé une première fois, une deuxième fois, et puis qui a réussi à rentrer. Et le mouvement, à ce moment-là, est réprimé. On peut l'imaginer très très durement, quoi. Bernardo Sandoval était venu nous en parler quelques mois après en avoir vécu une partie, puisqu'il était sur le projet avec les Indiens qu'il montait en ce moment-là, et il était dans cette région-là. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a eu aucun relais médiatique de cette histoire-là, à part dans des médias très politisés, on va dire. Le monde diplomatique, on va le dire comme ça. Ouais, mais mais malheureusement, on s'aperçoit que c'est une expérience qui a été riche, elle a duré plusieurs mois. Il y a eu plein de choses qui s'y sont passées et on n'a pas eu de retour sur cette histoire-là. Et c'est vrai que c'est une expérience d'autogestion, comme il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps sur la planète. Pas assez. Non, mais ce qui est marrant, c'est que pour nous aussi, on retrouve Oaxaca, c'est pas que le Mexique. On s'est retrouvé avec le groupe, par exemple, à jouer sur Notre-Dame-des-Landes, sur la ZAD. Il y a quelque chose, il y a un parfum que tu retrouves aussi bien à la ZAD qu'à Oaxaca, qu'à Barcelone en 36, quoi. Il y a quelque chose il y a quelque chose dans l'air. Bon, on va écouter tout de suite un premier morceau extrait donc de cet album Son de la Barricada, un morceau Malditas Elecciones, Malditos Socialistas. Vous nous en direz 2 mots juste après, une chanson là aussi d'actualité, même si cette chanson-là date. Non. Con sus peros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas, vendidos al patrón, jugando con nosotros a gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno, nosotros no. Menudos demagogos con sus peros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas, vendidos al patrón, jugando con nosotros a gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones,
Malditas elecciones, malditos socialistas, une chanson, oui, c'est presque de la provocation. Thomas Jiménez. Ou un constat peut-être, je sais pas. Deux, trois mots sur cette chanson. Elle vient d'où? Elle sort Elle vient d'un auteur que moi j'aime beaucoup et dont on a déjà parlé il y a quelques années, qui s'appelle Chicho Sanchez Ferlo, c'est toujours le même, qui est en plus il a une histoire très drôle, c'est le fils du fondateur de la Phalange, de Rafael Sanchez Mas, donc un parti d'extrême droite, et lui est devenu un chanteur anarchiste qui a écrit les plus beaux hymnes antifranquistes, qui a écrit les chansons les plus connues en plus, mais sans jamais les signer puisque il risquait des représailles. Ouais. Donc un mec, moi, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son style. Donc ça, on le retrouve dans ce troisième album, Del Comunero, Son de la Barricada. Il s'est construit comment, cet album? Vincent? C'est construit comment? Oui, c'était effectivement la question. En fait, si on remarque les deux premiers albums, ils sont très axés sur la guerre d'Espagne, quand même. Et là, ça a été vachement une ouverture vers l'Amérique latine. Bon, donc, effectivement, il y a le côté espagnol est toujours là, quoi. Mais le Chili, on va reprendre El Pueblo, qui est un emblème, quoi. Un hymne. Un hymne que, bon, on l'a un peu retravaillé quand même. Du groupe chilien Guilapayún, c'est le morceau qu'on a écouté il y a 15 jours ici, lorsque l'album est sorti. Voilà, ben cool. Et bien là, le Mexique, on voit un peu aussi Zorro, quoi, avec Murrieta, la prémonition de la muerte de Joaquín Murrieta, le personnage qui a inspiré Zorro, quoi. Il était un peu plus il avait un peu plus hard que Zorro, quoi. Ouais, c'est plus un film de Tarantino qu'un Zorro. Ouais, ça ressemble plus à un film de Tarantino que Gentil Zorro et Sergent Garcia. De notre enfance. Non, mais au-delà de ça, ce qui a été bien dans cet album, c'est que c'est un boulot qu'on a, mine de rien, même si ça a été une longue histoire, parce que Sigue Luchando est sorti en 2012, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Donc il y a 5 ans. Mais c'est vrai que cet album nous a permis de beaucoup tourner, en fait, Sigue Luchando, et pas mal jouer un peu partout. Et que du coup, cet album-là, on l'a vachement construit sur la durée, autour de résidences, autour de périodes. La première résidence de création de chansons de cet album, c'était 2014, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment un travail de groupe qu'on a approfondi, qu'on a mené un bon moment, alors que sur les albums précédents, bon, le tout premier, tu connais l'histoire, hein, c'est des gens qui sont venus ponctuellement sur quelques chansons comme ça, donc ça donnait un résultat assez hétéroclite, on va dire. Le deuxième, on sentait déjà un peu plus le fait que le groupe prenait corps, mais là je trouve que sur ce troisième, voilà, c'est vraiment un album de groupe, quoi, à part entière. Avec peut-être une différence entre le 2 et le 3, et après on parlera du répertoire. Le 2 sonnait férocement punk rock. Ce troisième mélange effectivement toutes les instrumentations. Ça reste bien rock dans l'esprit, mais c'est vrai que la clarinette a une place assez importante dans les mélodies que vous chantez, dans les arrangements que vous proposez. L'accordéon également, et c'est vrai qu'on est plus sur un équilibre entre fond qui reste quand même rock et puis l'expression d'instruments nettement plus acoustiques dans les arrangements que vous proposez. Ben ouais, mais je pense que même Vincent en parlera mieux que moi, mais je pense que justement au début les musiciens arrivent sur un projet qui n'est pas spécialement le leur, et puis au fur et à mesure ça devient le leur, donc forcément ils y mettent de deux dedans, quoi, y compris dans la musique, dans les arrangements, et c'est en ça je pense que cet album est différent. Il y a un côté plus ethnique, on va dire, presque, tu vois, acoustique, quoi, effectivement, parce qu'il y a quand même du ukulélé, il y a du bouzouki, il y a de la mandoline, effectivement l'accordéon, la clarinette, il y a beaucoup d'arrangements qui sont acoustiques, où il n'y a pas de guitare électrique, où on a enlevé la batterie aussi. Donc c'est plus le cajon, les percussions qui vont prendre le relais, donc un petit côté plus latin, quoi, en fait, finalement, quoi. Il y a quand même une sonorité latine, quoi. Méditerranéenne, quoi. Et puis envie de se faire plaisir, quoi. Franchement, tout simplement. Enfin, on n'a pas réfléchi, quoi. Effectivement, ça a été très naturel, quoi. La composition, les arrangements, quoi. Tu vois. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y en a une chanson qui est en commun sur le premier album et sur le dernier. Sur le premier album, c'est La Place à Demi Pueblo, que sur le premier album, on a enregistré avec une version très rock. Je sais pas si tu te souviens, à la Nordaise, avec justement des musiciens de Nordaise, tout ça. Et que là, on a décidé de remettre un peu plus dans son contexte, quoi, avec une version un peu plus flamenca. De ralentir le tempo, effectivement, plus acoustique. Il est entièrement acoustique, Et c'est peut-être ça qui fait la différence entre le 2 et le 3. Sûrement, ouais. C'est ce côté moins marqué punk rock. Ouais, parce qu'on est
plus confiant aussi dans le groupe et que c'est vrai que souvent ça passe par l'énergie et puis là on prend un peu plus de confiance en nous, je pense, et puis le groupe a beaucoup plus d'assises maintenant, quoi. Moi, tu vois, sur cet album, il y a plein de morceaux où je joue carrément pas d'instrument. Pour moi, c'est une grande première. J'ai toujours eu, à chaque fois dans tous mes groupes, au moins une guitare entre les mains quand je chantais, quoi. Et là, c'est pas toujours facile pour moi, mais je lâche la gratte, et c'est parce que voilà, derrière, je sais que je peux y aller les yeux fermés, quoi. Vous êtes avant tout un groupe de scène, vous le rappeliez il y a 2 minutes. Le dernier album était daté de 2012, 5 ans plus tard, vous sortez ce 3e, et entre-temps, vous avez énormément joué. Ouais. L'énergie reste toujours la même sur scène ? Après ces années de pratique, peut-être plus à Thomas la question, parce que c'est quand même le seul autour de la table qui connaît l'histoire depuis le début. Mais encore plus, je veux dire, plus on fait de rencontres, plus il y a de gens parce qu'il s'est passé ça aussi, en presque 10 ans d'existence de groupe, on a rencontré beaucoup de gens qui ont vécu cette histoire, ou beaucoup de gens qui l'ont pas vécu à l'époque, mais qui la vivent d'une manière différente, quand je parlais de la ZAD, etc., qui la vivent aujourd'hui. Et tous ces gens-là, évidemment, les chants de lutte, ils n'existent pas s'il n'y a pas de lutte. Et quand on rencontre ces gens-là qui luttent au quotidien et qui s'inscrivent dans des choses qu'on défend, nous, ça nous rebooste, quoi, forcément. Le El Comunero, c'est vraiment un des groupes qui accompagne les différentes luttes sociales en France ? On essaye. Après, c'est pas toujours facile. Il y a eu la période de la loi travail, par exemple. C'est vrai qu'on était vachement sollicités, qu'on a essayé de dire oui à tout. Donc, il y a eu des fois où c'était compliqué, mais on essaye. On a couru à cette époque-là. Et puis, des fois où tu peux pas, parce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues pour le groupe et tout. Donc, t'es obligé de jongler avec ça. Mais on essaye, ça reste important pour le groupe, et c'est dans l'ADN du groupe de toute façon, de ramener ces chansons-là d'où elles viennent, quoi. Dernière question, c'est l'arrivée du répertoire sud-américain. D'abord, pourquoi ? Et pourquoi cette ouverture vers ce continent-là ? La question subsidiaire étant, est-ce que c'est le nouveau terrain de jeu d'El Comunero ? Moi, j'ai envie de dire que le terrain de jeu, justement, maintenant, c'est le monde entier, quoi. Mais non, mais c'est vrai. Pas le monde entier, quoique j'ai rien contre le zouk, tout ça, c'est pas ça. Ah oui, mais il y a aussi des chants, les percussions bata, sacrés chants de protestation. Non, j'ai envie de dire ça parce que, effectivement, pendant longtemps, et je me rappelle, on avait eu cette discussion, il me semble que tu me disais, tu vois, moi, quand le premier album est sorti, je pensais que ça allait faire un album et c'est tout. Je sais pas si tu te souviens, sur Sigaluchan. Ouais. Et je pense que, justement, le côté vachement riche qu'il y a dans ces chants de lutte, c'est que finalement cette histoire-là, elle n'est pas qu'en Espagne en 36, elle est aussi, comme on a dit là, en Amérique latine, pourquoi pas en Guyane aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a plein de façons de raconter cette histoire-là, parce qu'au final, celle qu'on raconte, c'est pas que l'histoire de l'Espagne, c'est l'histoire, en toute humilité, je veux dire, une histoire d'un autre monde possible, quoi. Enfin voilà. C'est quoi ? C'est faire acte aussi de mémoire, de se lancer sur ces répertoires-là et sur leur relecture ? Ouais, mais la mémoire, c'est pas un truc vieillot, poussiéreux, ça peut l'être, c'est souvent comme ça qu'on nous la vend, mais c'est pas ça, quoi. Je veux dire, la mémoire, c'est aussi la mémoire des luttes, et se rappeler d'où viennent les choses, c'est aussi être en capacité de les défendre aujourd'hui et de s'inspirer des luttes d'hier pour mener celles d'aujourd'hui, quoi. Et trouver une assise. Mais ouais. Très bien, vous avez amené vos guitares. Que lui. Non, que lui, que Vincent. Mais c'est vrai que quand il joue, on dirait qu'il y a 80, quoi. Je ne vais pas donner de date de concert parce que parce que vous avez loupé la meilleure. Voilà, là. C'était la semaine dernière au Taquin et c'est passé. Par contre, la prochaine, fin juillet à Gaillac. Ouais, c'est ça, un festival qui s'appelle le Festival du Morse, si je ne m'abuse. Donc 29 juillet. Ouais, et puis avant ça, on joue, mais pas dans le coin. Mais voilà, pas dans le coin. Bon, prochain concert, c'est Paris, je crois. Et après, il y a l'Espagne. Voilà. Paris, l'Espagne. Ouais. Donc, ça fait un peu snob. Si vous voulez aller voir El Comunero, allez à Paris. Là, mais non, c'est pas ça. C'est qu'il faut dire aux programmateurs toulousains, bon, vous avez un groupe ici, là, programmez-le, quoi. Voilà. C'est vrai que vous passez pas trop souvent à Toulouse. Donc en tout cas, là, vous nous chantez un titre. Ouais, qui est extrait du nouvel album. C'est la première compo en français du groupe. Très bien. Voilà. Elle a un titre en espagnol, elle s'appelle Abuelo. Elle aurait pu s'appeler. Il n'y a que des morceaux espagnols et on va faire le seul morceau en français. Mais qui résume quand même vraiment l'histoire du groupe. De l'album. Elle aurait pu s'appeler Abuelos parce que c'est pas que l'histoire de Manuel, c'est l'histoire des grands-parents de Vincent qui est ici, mais c'est l'histoire de centaines de milliers de gens. Et donc de grands-parents, Abuelo, El Comunero. Merci. Tu es parti ce matin-là, sans trop savoir jusqu'où tu irais.
sans trop savoir quoi que ce soit, sauf ce que tu ne pouvais accepter. La marée brune déferla, l'Andalousie fut submergée par le sang de tant d'innocents exécutés. Toi t'avais des idées déjà, sans jamais avoir étudié. L'école à cette époque-là, fallait pouvoir se la payer. Chez toi du fric, y en avait pas, y avait tout juste de quoi bouffer. Des indigents, des petites gens qu'on méprisait. Tu aurais pu faire le choix de fermer les yeux, te résigner, courber les chines, taire ta voix, te laisser faire, sans résister mais sans regarder derrière toi. Tu as laissé tout ce que tu avais, du moins ta mère, ta sœur, tes frères, et cette terre où tu étais né. Pas pour la grande destinée, non pas pour un rêve de gloire. Tu te foutais d'être cité un jour dans un livre d'histoire. Toi, l'idéal qui t'animait, qui t'a toujours donné espoir, c'était de pouvoir imaginer qu'un jour tu verrais le grand soir. Prêt à risquer ta peau, mais pas non pour un drapeau, ni pour un dieu, ni même pour un pays. Ce qui brillait dans tes yeux, c'était cette utopie. Toi tu avais tout à gagner et rien à perdre. De toute façon, une vie sans la liberté, c'est comme un amour sans passion. Tu ne voulais pas vivre à moitié, tu voulais vivre pour de bon, quitte à mourir pour découvrir cet horizon. Tu supposais que t'attendais la peur, l'atroce et la douleur, mais t'étais loin d'imaginer toute l'étendue de l'horreur. Bien souvent t'as cru y passer, qu'avait sonné ta dernière heure. En repensant à ce passé, 70 ans après tu pleures. Tu n'avais pas été soldat, tu n'avais jamais tenu d'armes. Tu as dû comprendre sur le tas, dans la fureur et le vacarme, y en el frente de Jarama. Tu as laissé des bouts de ton âme, vu des images qu'on n'oublie pas, senti le poids de ce qu'est le drame. Prêt à risquer ta peau, mais pas non pour un drapeau, ni pour un dieu, ni même pour un pays. Ce qui brillait dans tes yeux, c'était cette utopie. Tu as dû finir par t'exiler, puisque c'était fuir ou mourir, mais sans pour autant renoncer aux idées qui t'ont fait tenir. Il a fallu passer la raille, avec un goût plutôt amer, la faim, le froid et la meute qui aboient derrière. Dans les camps de concentration où on t'a enfermé en France, tu as dû subir l'humiliation, t'accoutumer à la souffrance. Terre des droits de l'homme on t'avait dit, mais pas pour les rouges et les noirs. Le seul droit que t'as eu ici, c'était le droit au désespoir. Pourtant quelques années après, tu as pris les armes dans ce pays, défendu ceux qui y sont nés contre la barbarie nazie. Les patriotes de ce temps-là s'empressaient de collaborer dans les maquis avec comme toi plein d'apatrides, de sans-papiers prêts à risquer leur peau, mais pas non pour un drapeau, ni pour un dieu, ni même pour un pays. Ce qui brillait dans vos yeux, c'était cette utopie des hommes libres et égaux. En somme, les mêmes mots que ceux gravés ici au frontispice. Ce pourquoi vous luttiez, ça n'était que justice. Moi aujourd'hui, j'ai l'air malin, planqué derrière ma guitare. Quand je repense à ton destin, quand je raconte cette histoire, au-delà de me demander si j'aurais eu le même cran, je ne peux m'empêcher de penser à maintenant. Car la seule internationale qui a réussi, c'est celle du fric, plus liberté, du libéral, nouvel ordre est économique. Le fascisme est plus insidieux puisqu'ils l'ont dédiabolisé, alors qu'il reste aussi haineux que ce qu'il a toujours été. Et on est un paquet pourtant d'hommes et de femmes un peu partout à trouver ce monde indignant et à vouloir par-dessus tout en construire un qui soit meilleur. Mais dis-moi au-delà des mots, pour cet idéal, cet ailleurs, qui est prêt à risquer sa peau. Voilà, El Comunero, Abuelo. Merci. Morceau que vous pouvez donc retrouver sur le 3e album d'El Comunero, El Son de la Barricada. Thomas Jiménez, Vincent Pérez, merci. Vincent Ruiz. Merci d'être passé nous voir ce soir. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul, m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Bouh.
Voilà, dernier invité de ce soir, Ferdinand Doumerc, saxophoniste émérite. Ferdinand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là au Débeauté, on a décidé ça ce matin vers 11h pour venir nous parler d'un double événement. D'abord, le concert que vous donnez ce soir à la salle Nougaro à partir de 20h30. C'est un double plateau, vous nous en direz deux mots tout à l'heure, mais aussi pour nous parler d'un album qui ne saurait tarder à venir. Ouais, tout à fait. Donc le 5e album de Pulcinella et qui va sortir en mai, mais qui sera disponible dès ce soir, donc salle Nougaro. Et un disque qu'on a enregistré à Budapest début janvier, donc qui s'appelle Trois quarts d'once. Et qu'on est ravis de venir présenter ce soir à Toulouse. On rappelle un peu les faits. Il y a à peu près un peu plus de 10-11 ans, le groupe Pulcinella, quartet toulousain, s'est monté autour d'une idée de faire une musique de jazz qui ferait aussi danser. Du coup, vous vous êtes appuyé sur le jazz, sur l'impro, mais aussi sur un fond de musique traditionnelle, de musique populaire. Ça, c'était peut-être le projet de départ. 11 ans plus tard, vous en êtes où? On en est... déjà, il y a eu un changement de musicien. Oui, ça, on va en parler dans 2 minutes. Ouais, voilà, mais ce qui fait que ça a changé un petit peu le propos et le son du groupe. C'est-à-dire que très concrètement, donc c'est le Frédéric Cavalin, notre ancien batteur, qui est parti il y a 3 ans à peu près, qui a été remplacé par Pierre Paulet. Et donc, Pierre Paulet qui amène quelque chose de plus... rock. Plus rock, on va dire. Plus binaire. Ouais, après, il a une grosse culture jazz aussi. Et surtout, en fait, il a une énergie assez incroyable. Et ça, je pense que ça a fait évoluer le son de la formation, quoi, en fait, vers quelque chose d'un peu plus organique et un peu plus méchant, entre guillemets, quoi, on va dire. Et au fur et à mesure de la vie de Pulcinella, on vous a vu avancer vers peut-être un peu plus de place pour l'improvisation, un peu plus de place pour des choses qui vont voir un peu dans le free, et peut-être un peu moins de place donnée à ce fond que j'appelais tout à l'heure musique populaire. Oui, ouais. Après, il y a toujours eu ça depuis le début du groupe, mais c'est vrai que ouais, non, je pense que ça a toujours, il y a toujours eu cet aspect-là, quoi. En tout cas, effectivement, de vraiment laisser quand même une part d'improvisation dans notre musique, même s'il y a des cadres qui sont assez précis, mais dedans, on laisse pas mal d'air, quoi, en fait. Il y a vraiment des passages, notamment sur le nouveau répertoire, il y a plusieurs passages où on ne sait pas du tout ce qui va se passer, et même comment le morceau va se terminer. Et en même temps, voilà, on s'écoute et il se passe des belles choses. Donc, voilà. Ce qu'il y a d'assez passionnant avec l'histoire de ce groupe et de le voir évoluer au fil des ans, c'est de voir un peu la place et l'éclosion des divers musiciens de ce quartet. On va vite rappeler leurs noms. Donc, il y a maintenant Pierre Paulet à la batterie. Avant lui, c'était Fred Cavalin. Jean-Marc Serpin à la contrebasse. Florian Demonsan à l'accordéon. Et donc, vous, Ferdinand Doumerc, flûte et divers saxophones. On va dire qu'au début, les deux solistes, c'était plus Fred et vous-même. La rythmique étant plus assurée par l'accordéon et la contrebasse, et c'est vrai qu'au fil du temps, on a vu Florian et Jean-Marc Serpin prendre une place de plus en plus importante dans la définition mélodique de votre musique. Ouais, mais c'est marrant parce que vous étiez un des premiers à le dire. Je me souviens, c'était quand notre premier album était sorti et c'était votre retour, et j'avais pas forcément réalisé ça comme ça, mais effectivement, c'est vrai que on a le son, là encore, le son du groupe a évolué, quoi, en 10 ans, et c'est vrai que la contrebasse notamment, et Jean-Marc, c'est vrai que il s'est davantage lâché, j'allais dire. Lâché, ouais, c'est un peu ça, quoi, c'est un peu ça, et Florian aussi, quoi, c'est vrai que c'est pas le même accordéoniste que celui d'il y a 12 ans, quoi, en fait, vraiment. Il y a évidemment, chacun a eu un parcours assez chargé avec différentes histoires, et c'est vrai que lui aussi a toujours davantage trouvé son style. Et c'est ça aussi qui fait que vous continuez à être ensemble dans ce groupe, cette évolution que vous avez en commun, parce que on va pas raconter le nombre de groupes dans lesquels vous jouez. Vous-même, Ferdinand Doumerc, que vous devez actuellement jouer dans 7-8 groupes différents. Ouais, à peu près. Et une douzaine de projets.
Ou un peu moins, mais ouais. Donc, c'est ce qui vous anime tous les quatre quand vous vous retrouvez au sein de Puccinella, c'est cette idée d'avancer ensemble et de partir sur d'autres terrains à défricher. Ouais, il y a cette aventure déjà sur le long terme qui est vraiment belle et à laquelle on tient parce qu'il y a quelque chose de très... justement, c'est un peu un socle, quoi. Pulcinella, voilà, on se retrouve dedans et effectivement, tous, on a énormément d'aventures à côté de ça, mais il y a toujours le retour à la maison et comme on évolue en tant que musicien, la musique du groupe évolue, grandit et il se passe des choses. Et c'est vrai que là où on a beaucoup de chance, je pense, c'est qu'on continue de faire de la musique, de créer de la musique ensemble qui nous plaît, qui nous excite. Ça nous éclate de nous retrouver, de composer ensemble et d'arranger ensemble et de jouer ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare, quoi. Et voilà. Par exemple, pour vous-même, je vais en citer 3-4 dans lesquels on peut vous voir actuellement. Il y a Initiative H, il y a Headbangers, il y a Mowgli et donc il y a Puccinella. Quelle est vraiment la différence et l'implication que vous pouvez avoir dans ces 4 groupes ? À titre personnel, déjà les Headbangers, je suis au service du projet de Nicolas Gardel, donc c'est le trompettiste qui compose, qui arrange tout, et là je suis vraiment sideman, on va dire. Après dans Mowgli, je suis co-compositeur, un peu comme pour Pulcinella, mais c'est vrai que Pulcinella, j'apporte davantage de composition et c'est vraiment mon projet personnel, quoi, phare, on va dire, et que j'essaie de pousser, quoi, on va dire. En 10 ans, comment avez-vous vécu un peu cette aventure dans ces 10 ans, 12 ans de vie commune? Vous vous situez comment dans cette aventure? C'est-à-dire à titre personnel, comment vous la voyez avancer? Est-ce que c'est vraiment la réalisation du projet que vous aviez au départ? Pas du tout, parce qu'au départ, en fait, on savait pas ce qui allait se passer. Moi, c'est vrai que j'avais envie de faire un groupe avec un accordéoniste et quelque chose de plutôt acoustique. Rapidement, on n'a pas été dans la direction à laquelle je pensais à la base, mais finalement, voilà, on a su trouver notre son. En fait, moi, c'est ça qui me fait plaisir dans ce groupe-là, c'est qu'on a un son qui est, je pense, assez reconnaissable et qui en même temps qui avance et voilà, et c'est vrai que moi je suis ravi du parcours qu'on a pu avoir et qu'on continue d'avoir, c'est-à-dire avec les projets A4 mais en même temps les collaborations aussi avec d'autres artistes, que ce soit d'autres musiciens comme je sais pas, on a fait plein de rencontres avec Émile Parisien, avec Hervé Subiette, avec Leila Martial, enfin on a fait vraiment beaucoup de projets comme ça assez ponctuels mais qui nous ont vraiment enrichis et en même temps aussi ce projet A4 qui avance bien, quoi. Donc et Puccinella qui reste un des groupes phares de la scène jazz toulousaine. Ouais, ça je sais pas trop. Bon, oui, on va quand même le dire comme ça, oui. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance de continuer à pas mal tourner et de jouer aussi assez loin. Enfin, c'est vrai que cette expérience-là, déjà de venir enregistrer à Budapest, ça a été quelque chose d'assez fort. On n'avait jamais fait ça, en fait, d'enregistrer tout un disque sous notre nom, à nous 4 uniquement. Pourtant, il y avait bien eu une expérience. Il y avait une expérience en Hongrie avec des Hongrois, mais suite à un Toulouse d'été et à une collaboration qui avait été montée avec Alain Lacroix. C'était avant, en fait. On avait d'abord enregistré et ensuite Alain Lacroix nous a invités avec tout le projet. Mais effectivement, c'était une rencontre avec des musiciens hongrois. Ouais. C'était juste sur 2 jours. Ça s'était fait un peu à l'arrache. Alors que là, c'était vraiment quelque chose de... on est resté une semaine. C'était prévu longtemps à l'avance. Le répertoire a été monté sur plusieurs résidences, notamment une avec Sylvain Riflet, justement, qui est notre co-plateau de ce soir, voilà, et qui a su un petit peu nous aiguiller au niveau des arrangements, nous dire là peut-être vous pourriez faire durer davantage cette partie, là au contraire peut-être enlever ça. Enfin voilà, il a eu un rôle d'oreille extérieure pendant 2 jours et c'était hyper enrichissant, en fait. Au-delà de prendre l'avion, aller voir un pays à l'extérieur, c'est toujours agréable, faire sa valise, s'installer et découvrir une nouvelle ville. Quel intérêt d'aller enregistrer à Budapest et pas à Toulouse ou à Paris? Très bonne question. Déjà, pourquoi pas à Toulouse? Parce que le fait d'être à Toulouse, on est quand même confronté à notre vie quotidienne, qui est super. Mais quand on enregistre un disque, on a envie d'être vraiment dans un... Voilà. Et si à 18h, il faut aller chercher le gosse à la sortie de l'école, ça le fait pas. Exactement. Mais et donc après, pourquoi pas en France? Là, c'est vrai que ça s'est passé comme ça parce que ça a été une invitation et c'était super. Mais c'est vrai que le fait d'être à l'étranger aussi fait que justement on vit
une aventure incroyable, quoi. Il y a ce côté-là, on sait qu'on enregistre un disque à l'étranger, il y a quelque chose d'assez fou et d'assez inouï et qui fait qu'on est, je pense, porté par ça aussi, en fait. Il y a un côté exceptionnel qui... L'invitation à Budapest, elle vient de qui? Alors en fait, c'est qu'on est venu jouer, donc parce que ce lieu, donc ça s'appelle BMC, c'est Budapest Music Center, c'est un espèce de gros complexe dans lequel on a des studios d'enregistrement, un gros hall où il y a des concerts classiques, il y a un jazz club, il y a une médiathèque énorme avec plein de partitions, il y a aussi des chambres pour les musiciens justement qui sont accueillis, enfin c'est un truc assez important. Et on y avait joué il y a 2 ans, donc dans le jazz club, on connaissait le directeur de BMC qui s'appelle Tamas Bognar et qui en fait qui a assisté au concert et qui nous a dit j'aimerais bien que vous veniez enregistrer votre prochain album sur notre label et donc parce que oui c'est sur un label hongrois donc qui s'appelle BMC et sur lequel il y a pas mal de musiciens européens du jazz de maintenant quoi, donc avec Théo Secaldi, Leila Martial, Andreas Scherer, Émile Parisien, Georgi Kornazov, comme vous dites, pas que des mauvais. Voilà. c'est ça. Le répertoire donne de cet album 3-4 danses. Non, 3/4 d'once. Ah, mais c'est pas mal, c'est marrant. 3/4 d'once. Alors, once, en fait, parce que 3/4 d'once, c'est le poids de l'âme. En fait, oui, c'est ça. d'accord. Moi, je croyais que c'était un rythme de danse. 3/4 d'once. Ah, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu. 3/4 onces. Ouais, 3/4 d'once. En fait, une once, c'est le 3/4 de l'once. Voilà. C'est 21 grammes, en fait. C'est le poids supposé de l'âme. Ah ouais. Et voilà. Et à la base, donc, c'est le titre d'un morceau de l'album. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas. Et ce répertoire, c'est des compositions complètement nouvelles ou c'est un répertoire qui est d'abord travaillé sur scène? Ça a été quand même travaillé sur scène. Il y a 2-3 morceaux qu'on avait depuis 1 an ou 2, mais par contre tout le reste a été composé ces derniers mois et on les a joués 2 fois sur scène avant d'enregistrer, quoi. Et vous parliez du changement de batteur, donc qui s'est passé à peu près il y a 2 ans et demi. Ouais. Donc Fred Cavalin partant et Pierre Paulet, le batteur de Mowgli également. Tout à fait. Pierre Paulet rentrant dans Puccinella. Effectivement, ça a changé d'un coup le soubassement rythmique de Puccinella. Je ne vais pas dire que Pierre Paulet est un bourrin, parce qu'il peut avoir aussi un jeu très très fin. Mais c'est vrai que d'un coup, on est passé sur des rythmiques un peu plus binaires. Est-ce qu'on peut parler de mesures binaires dans le jazz? Peut-être pas, mais un peu plus binaires et un peu plus assimilés au rock. Ouais, après c'est peut-être aussi les morceaux qui vont vers ça, parce que Pierre, il peut, je vais pas dire qu'il peut tout jouer, mais il peut aller vers des choses. Il peut jouer énormément de choses. Voilà, il peut aller vers des choses très 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 fines et justement qui sont pas dans ce truc rock. Après c'est vrai que c'est nous aussi qui avions envie d'aller là-dedans. C'était la commande quand il est arrivé. C'était le virage que vous étiez en train de prendre. Je pense un petit peu, et c'est pour ça, à mon avis, que Fred est parti aussi. C'est aussi pour ça que Fred a dit je me retire, vous le faites sans moi. Je pense, on va pas revenir sur tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement, il y avait un côté rock vers lequel je pense on avait envie d'aller, et c'est vrai que ça s'est fait comme ça. En fait, Pierre est arrivé, il a apporté aussi ce qu'on souhaitait à ce niveau-là, et voilà. Mais c'est vrai que je pense que les nouveaux morceaux que vous découvrirez, notamment ce soir à la Salle Nougaro, sont peut-être plus fins, entre guillemets, quoi. Voilà. Le côté un peu plus rock que vous décrivez à l'instant, c'est aussi une façon de retranscrire l'énergie que vous mettez sur scène dans votre musique? Je sais pas vraiment. Là, c'est... Ouais, oui et non. En fait, j'ai pas envie d'aller dans la caricature de dire il y a une énergie. Le fait d'être énergique, c'est forcément être rock. C'est-à-dire que on peut faire du jazz vraiment très très méchant, qui reste du jazz et qui est super énergique, et en même temps sans qu'on puisse dire que c'est énergie rock. Enfin. Voilà. Je réponds pas trop à la question, mais si, complètement. Voilà. Le jazz peut être aussi énergique, sans que ce soit du jazz rock. Deux mots sur le concert de ce soir, donc avec Riflet qui joue en coplateau avec vous. Voilà, Sylvain Riflet, qui est un musicien en fait qui a joué notamment dans j'ai un trou de mémoire dans un groupe avec Erel Besson. Et là, je vous aiderai pas, je ne le connais pas. Continuez. Ça va venir au fur de la... dans tous les cas, son dernier projet, donc c'est Mechanics, qui est un super projet, donc avec Joss Méniel à la flûte, Phil Gordani à la guitare et Benjamin Flamand à la batterie préparée. Et il y a vraiment un son atypique, en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a voulu collaborer aussi avec Sylvain Riflet, c'est que lui avait dans sa démarche l'envie de faire quelque chose qui sorte un petit peu du jazz, qui aille découvrir des chemins inconnus
connu. Et c'est vrai que nous, avec Pulcinella, on a quand même toujours eu ça aussi, le goût des mélanges et d'essayer d'aller vers des choses un peu inédites. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de le faire venir pour que lui nous donne son avis sur nos arrangements et sur notre manière de travailler, quoi, en fait. Et donc voilà, ce double plateau, il s'est fait un petit peu naturellement, c'est-à-dire qu'on savait que la programmatrice de la salle Nougaro voulait faire venir Sylvain Riflet. En même temps, nous, on était en pourparlers aussi au niveau de Pulcinella. Et c'est vrai qu'on s'est dit, autant faire un double plateau qui rassemble ces deux groupes, parce que ça a du sens, quoi. Donc ça se passera ce soir à partir de 20h30 à la salle Nougaro. Peut-être juste avant... Rocking Chair, pardon, voilà. le groupe. Très Rocking bien, Chair. bravo, je savais bien que ça reviendrait. Donc de Sylvain Riflet. Exactement. Juste avant d'écouter un premier extrait de ce nouvel album, Trois quarts d'once, bravo. Vous êtes quand même, j'allais dire, un vieux de la scène toulousaine musicale. Je me souviens de la première fois qu'on a pu vous accueillir à Caramel Mousse, c'était à l'époque où vous jouiez avec Guillaume Barabam. Vous étiez venus tous les deux dans un groupe de rock salsa, on va dire ça ça, de latin rock, je sais même plus comment ça s'appelait. Ça s'appelait Alter & Co. Voilà. Donc ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que vous êtes sur la place toulousaine. Comment vous la voyez évoluer un peu cette scène jazz avec ces 2-3 dernières années où il y a une explosion du côté peut-être du noise et du free rock, du free noise qui est assez étonnant. On parlait de ça tout à l'heure avec William qui fait partie de BDC Label et qui est emblématique de cette musique-là à Toulouse. Comment vous la voyez évoluer cette scène? Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a ce courant-là, effectivement, il y a plein de groupes qui vont dans ce style-là et puis des assos qui programment ça. Enfin, c'est assez incroyable. Mais après, j'ai l'impression que c'est plus général que ça. C'est-à-dire que même au niveau du jazz en général, par exemple les Rogers ou les Fanflures ou le Bar Dimancho, c'est des groupes qui n'existaient pas il y a 5 ou 6 ans. Ce style-là, finalement, du retour aussi à du jazz New Orleans, comme ça, qui amène du public. Et à côté de ça encore, il y a aussi tout le côté jazz soul, donc incarné par La Recette ou encore Rumpus, c'est un groupe que j'ai vu il y a pas longtemps qui est terrible. Enfin, il y a vraiment, j'ai l'impression en ce moment effectivement une grosse émulation et au niveau des musiques plutôt identifiées jazz, quoi, parce que c'est vrai que c'est un peu ce courant-là que j'aime bien. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Après, je sais pas trop à quoi c'est dû. Je pense que depuis quelques années, il y a quand même plus d'écoles aussi qui enseignent ça et avec des enseignants compétents, quoi. C'est-à-dire que les conservatoires de Castres, de Tarbes, de Montauban, voilà, ça devient des pôles importants. Il y a beaucoup de musiciens qui vont là-bas et qui en sortent avec un gros bagage, quoi. Il y a le pôle universitaire qui est aussi très important. Sans parler de la fac et musical. Et c'est vrai qu'une fois qu'on fait la réunion de tout ça, d'ailleurs, la plupart des jeunes musiciens que l'on découvre actuellement au Taquin, à l'Impro, dans ces endroits-là, sont des gens qui sont passés au conservatoire, à la fac et à musical. Ils ont fait souvent le tour de ces écoles-là. Et c'est vrai que ça donne des musiciens inventifs, très calés, qui connaissent plein de choses sur les musiques. J'allais dire là sur les musiques, pas sur le jazz, et avec une ouverture assez phénoménale. Ouais, complètement. Et puis après, c'est vrai on a de la chance aussi à Toulouse d'avoir pas mal de lieux quand même qui programment ce style musical et des lieux gratuits aussi. Ça me paraît assez important. Des lieux comme le Tchous, comme l'Impro, comme le Bruegel, même s'ils font un peu moins de jazz. Mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait ça, parce que comme ça, il y a un public finalement d'étudiants qui découvrent cette musique et qui se dit ah ouais, tiens, mais c'est bien, j'ai envie de faire ça moi aussi. Et voilà, enfin, j'ai l'impression que ça c'est hyper important et que c'est je sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi développé, quoi. Oui, et à la liste que vous venez de donner, on va rajouter Amanita Muscaria, on va rajouter IPN, on va rajouter Mixer Miris, qui effectivement, sur d'autres styles de jazz, font aussi dans la diffusion de tout ce vivier de musiciens. Voilà, je parlais des endroits gratuits, parce que c'est ça, parce qu'après il y a aussi le Taquin, il y a la Salle Bleue, il y a plein de trucs aussi, le Théâtre du Pavé. Non, il y a beaucoup de lieux, et c'est super. Et puis c'est super aussi de voir qu'il y a des musiciens pour qui ça marche au niveau vraiment national, et qui sont passés par la case Toulouse, mais qui maintenant sont à Paris, et pour qui ça marche aussi, comme Leïla, comme Émile, comme Laurent Coulon. Enfin, il y en a quand même. Ou Guillaume de Chassis qui est parti il y a quelques années et qui continue sa vie de musicien. Bon, écoutez, on va peut-être en rester là pour ce soir. Simplement me dire 2-3 mots sur le morceau qu'on va écouter tout à l'heure. Tout de suite, donc extrait de ce Trois quarts d'once, nouvel album que l'on pourra dès ce soir se procurer à
à la salle Nougaro. Moi, j'ai choisi Melchizedek. Melchizedek. Ouais. Alors Melchizedek, en fait, c'est une grosse bouteille de vin qui peut contenir, alors je sais plus, je crois que c'est 30 litres de vin. C'est vraiment une grosse bouteille. C'est vraiment une grosse bouteille, voilà. En fait, à la base, c'était un morceau qui avait été composé pour une création avec Leila Martial et Andreas Scherer qu'on avait donné à Toulouse d'été. Bon, malheureusement, on n'a pas pu monter le morceau. En fait, cette création, elle s'appelait le Balthazar. Le Balthazar qui est aussi une bouteille. Une bouteille. Et donc, c'est pour ça, Melchizedek, voilà. Et on a gardé le morceau, on l'a un peu transformé et voilà. Donc Melchizedek, Puccinella, extrait donc de ce 5e album 3 quarts d'once que vous pourrez découvrir ce soir à partir de 20h30 sur la scène de la salle Nougaro avec également Sylvain Rifflet qui sera votre coplateau. Puccinella tout de suite dans Caramel Mou.
Voilà. Puccinella, Melchizedek, que l'on pourra retrouver donc sur ce nouvel album 3/4 d'once dont on reparlera dans les semaines à venir. Il n'est pas interdit de penser que Ferdinand Doumerc revienne dans ce caramel mou pour venir nous en dire un peu plus long et un peu plus. Donc sur cet album enregistré l'hiver dernier à Budapest, album donc que vous pouvez vous procurer ce soir, Salle Nougaro, dans le cadre de ce coplateau avec Sylvain Riflet et donc Puccinella, qui reste un des groupes majeurs de la scène jazz toulousaine. C'est là-dessus que l'on va se quitter. Juste 2-3 mots pour les concerts de ce soir. Donc vous l'avez compris, Puccinella, c'est ce soir. Ce soir, il y a également au bijou de la chanson avec Daguerre. Il y a également de la musique tout couleur avec la deuxième étape du festival tout couleur au Métronome ce soir à partir de 21h avec The Roche et Emel Matoulti, une jeune chanteuse tunisienne avec un répertoire plutôt engagé. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles, bye. Caramel.